Bienvenue à cette table ronde préenregistrée dans le cadre du congrès de l'ACFAS et de notre symposium Fonds de recherche du Québec Génome Québec, dont le titre est, je le rappelle, Bâtir l'acceptabilité sociale et citoyenne de l'accès et de l'utilisation des données de santé. J'aimerais en rappeler par ailleurs qu'il s'agit d'un colloque en hommage à François Laviolette, qui, hélas, nous a quittés fin 2021 et dont on sait que cette acceptabilité et cette implication citoyenne vis-à-vis de l'utilisation de nos données de santé était vraiment très chère à son cœur et à sa participation. La table ronde que nous enregistrons aujourd'hui et que vous allez pouvoir découvrir a pour titre Dialogue entre les sciences autour des comportements et mentalités. Que va-t-on découvrir dans cette table ronde? Nos experts vont nous le dire, mais il y a des questions qui sont soulevées. Quelle est la relation de confiance envers les experts? Quelle est la relation de confiance quant à l'usage qui est fait de nos renseignements personnels? Comment est-ce que cette relation de confiance évolue dans le temps, mais aussi dans l'espace? Y a-t-il une différence entre le populationnel, la proximité? Y a-t-il des conditions qui sont plus favorables pour savoir si le gain pour l'individu est bien identifié, pour savoir si le gain pour la société est bien identifié? Y a-t-il des paradoxes? Comment comprendre les risques? Pour répondre à ces questions, nous avons réuni 3 femmes d'exception, mais aussi de disciplines différentes. Laissez-moi les présenter. Laurence Monet. Laurence est professeure titulaire au département d'histoire et directrice du Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Spécialiste de la santé en Asie du Sud-Est, elle a travaillé dans les dernières années sur les hésitations face à la vaccination dans une perspective transnationale. Autre personne, Nima Machouf. Nima est chercheure à l'Université de Montréal. Doctorant en santé publique, elle a travaillé plus de 20 ans dans le domaine du VIH et depuis l'arrivée de COVID-19 devrais-je dire, elle a fait de la vulgarisation scientifique pour grand public et faisait partie des scientifiques qui ont souvent été appelés à commenter les événements. Rheoa Chung, co-directrice du Centre de recherche en éthique et professeure titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Ses champs de recherche sont la philosophie politique et la philosophie féministe contemporaine, l'éthique des relations internationales et les inégalités de santé. Je vous l'avais dit, vraiment des domaines très différents. Pour permettre à ces femmes de dialoguer, il nous fallait un homme, et non le moindre, Frédéric Bouchard, professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Frédéric est également le doyen de la Faculté des arts et des sciences de cette même université. Philosophe des sciences, mais aussi philosophe de la biologie, ses recherches interdisciplinaires portent principalement sur les fondements théoriques de la biologie évolutionnaire et de l'écologie, ainsi que sur les rapports entre sciences et société. Je pense qu'il est largement temps de laisser la place au dialogue entre ces 4 représentants et dont les éclairages pourront nous amener à mieux saisir les comportements, leur évolution, l'évolution des mentalités vis-à-vis de l'objet donné de santé, mais c'est certainement bien plus largement. Frédéric, la parole est à vous. Merci, Carole. Je ne suis pas absolument convaincu que ma présence était nécessaire pour avoir un dialogue intéressant, mais j'espère pouvoir jouer le rôle de l'auditoire et de poser quelques questions à nos intervenantes. Puis je remercie le FRQS et l'ACFAS de permettre de favoriser en fait des échanges comme celui que nous aurons aujourd'hui, parce que finalement, le congrès est toujours l'occasion de, disons, comprendre certaines avancées dans le domaine de la recherche, mais aussi de comprendre les impacts et les différentes manières de se les approprier dans la société civile.
Le thème d'aujourd'hui va nous permettre de couvrir plusieurs de ces thèmes-là, comme Carole Jabet l'a précisé tout à l'heure. Et en gros, parce que nous avons eu l'occasion d'échanger avant ce panel pour discuter de différentes pistes que nous pourrions aborder aujourd'hui. Et on peut dire qu'il y a deux grandes familles de thèmes que nous allons essayer de couvrir, là, déclinés de la manière que Carole l'indiquait tout à l'heure. Mais en gros, c'est comment et pourquoi. Donc, comment utiliser des données, mais surtout pourquoi. Et peut-être que la première question, et j'aimerais qu'on fasse un premier tour de table virtuelle. Je commencerai par Laurence Monet. Mais c'est que quand on parle de données en santé, parce qu'on va surtout se concentrer sur des données en santé et leur utilisation, on ne parlera pas de données, on va peut-être faire des comparaisons avec des données, disons, utilisées pour des fins de marketing ou d'autres, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les données en santé. En fait, Laurence, quand on parle de données en santé, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Quel type de données? Et est-ce que le terme, en fait, on en parle beaucoup à cause aujourd'hui de grandes bases de données et éventuellement d'utilisation en intelligence artificielle, mais ce n'est pas restreint à ça. Donc, pour toi, quand on parle de données en santé, qu'est-ce que ça évoque? Alors, ça évoque tout et rien à la fois. Je pense que la première chose que ça m'évoque, peut-être il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, et je suis en train de lire un livre sur cette question-là, donc j'y pense tout particulièrement, c'est la construction de l'idée de données en santé, c'est-à-dire en particulier l'importance que va prendre les données de santé populationnelles à une échelle populationnelle quantitative et qui vont se construire à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, alors même que les médecins vont aller chercher ces données pour informer leurs pratiques et surtout contextualiser un certain nombre de problèmes de santé. Et à ce même moment-là, on voit se structurer ce qu'on va appeler le champ de la santé publique moderne. Donc ça, c'est le premier élément, je dirais, sans en donner une définition plus précise que ça. Mais j'aimerais rebondir sur un qualificatif que j'ai utilisé dans ce premier élément, à savoir quantitatif, données populationnelles. Je pense que l'autre chose qui me vient à l'esprit, peut-être comme spécialiste de l'Asie du Sud-Est, mais d'abord comme historienne et travaillant dans le domaine des sciences humaines et sociales et beaucoup dans des données qualitatives, c'est la tension que ça fait surgir, à mon avis, et qui soulève des questionnements éthiques, qui soulève des questionnements de toutes sortes, la relation qui s'instaure entre données qualitatives et quantitatives. Et donc, de ce fait-là aussi, le jeu d'échelle sur lequel il faut se pencher, à savoir quand on parle de données populationnelles, finalement, de quoi on parle? Est-ce que ce sont uniquement des données chiffrées? Est-ce que ce sont des données à l'échelle d'une société ou d'une population importante? Ou est-ce qu'on peut imaginer ces données à une échelle beaucoup plus locale, d'une petite communauté, à partir de laquelle on rassemble, on analyse et d'abord on fait surgir des réalités individuelles et qualitatives. Merci, Laurence. En fait, peut-être que je poursuivrai avec Nima Machouf parce que comme on parle de différentes échelles, et dans le cas de Nima, c'est à la fois comme chercheuse et donc une approche plus distanciée, mais aussi une approche plus terrain. Qu'est-ce que la question de l'hétérogénéité ou la diversité des données, qu'est-ce que ça évoque? En fait, les données sont super importantes et comme vous l'avez mentionné, c'est vrai qu'il n'y a pas une donnée. Il y a des données de différentes natures, des données qui parlent de différentes choses, mais on a absolument besoin de données parce que le principe de la science, les principes de base, les lois établies, la nature et tout ça, c'est une chose, et qu'est-ce qu'on en pense? Mais finalement, les données, c'est quoi? C'est la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et on a besoin de ce genre de données pour pouvoir voir est-ce que la théorie et la pratique peuvent arrimer ou pas, ou est-ce que la pratique, on est dans la bonne voie, est-ce qu'on suit la théorie, est-ce que la théorie est bonne ou pas. Donc, les données ont une importance vraiment très grande. L'appartenance des données, la façon dont on collecte les données, qu'est-ce qu'on en fait avec. Et souvent, les données qu'on ramasse, on ne les utilise pas. Moi, comme chercheur, les données, souvent, il faut les transformer avant qu'elles puissent être utilisables. Alors, il y a un savoir-faire qui naît autour des données, à savoir est-ce que c'est correct ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien et comment bien le faire
pour pouvoir bien les utiliser, les faire parler. Il faut faire parler les données. Merci. Puis je dois préciser tout de suite, donc, certains d'entre nous, on se connaît depuis très longtemps, d'autres moins longtemps. Donc, je m'excuse tout de suite si je sais entre le tutoiement et le vouvoiement. Peut-être que le plus simple, c'est qu'on se tutoie si ça vous convient. Parfait. Là, vous comprenez que c'était le vous pluriel. Mais comme ça va être plus simple. Rioa, qu'est-ce que ça évoque pour toi, là? On a parlé de la nécessité d'utiliser les données, mais que ce n'est pas quelque chose qui est, disons que de manière brute, qui se donne à nous. Et en particulier, pour rebondir peut-être sur le commentaire de Laurence, mais auquel faisait écho Nima, la question que ce n'est pas juste des données quantitatives et il y a le rapport individu-population. Donc, peut-être comme premier tour de roue, là, qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette diversité d'usage du mot données lui-même là, ou des données elles-mêmes? Oui, tout à fait. Mais je dirais que, a priori, je partage en fait l'avis de Mme Nima Machouf, dans la mesure où je crois que dans la démarche scientifique, depuis le 19e siècle, depuis évidemment, donc par exemple la contribution du physiologiste français Claude Bernard, nous comprenons la médecine et les sciences biomédicales contemporaines comme étant fondées sur la recherche expérimentale et sur ce qui est vérifiable. Et donc, évidemment, l'adéquation avec l'analyse de données factuelles qui sont données comme des données empiriques qui nourrissent donc la recherche biomédicale implique nécessairement l'utilisation de données. En effet, je crois que Laurence menait donc dans une perspective historique, son intervention est extrêmement pertinente et percutante pour nous faire comprendre qu'en fait, l'idée de travailler avec des données populationnelles, c'est à la genèse du développement de la santé publique, donc au tournant du 17e, 18e siècle, qui coïncide avec les temps modernes et justement cette espèce de révolution scientifique. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois que l'utilisation des données de santé, qu'elles soient individuelles, collectives, populationnelles, est incontournable. Il va de soi, par ailleurs, que ça soulève des enjeux éthiques, pour ne parler que de mon champ de recherche qui s'interroge d'abord plus spécifiquement sur les enjeux éthiques. Mais donc, les données individuelles, personnelles, peuvent parfois être données dans le contexte de recherche expérimentale à visée cognitive, prophylactique, c'est-à-dire préventive ou thérapeutique, ou dans le cadre d'essais cliniques. Par ailleurs, comme on parlait tout à l'heure, on peut parfois aussi parler de données de santé qui vont être colligées dans le cadre de recherche épidémiologique, donc santé populationnelle, et qui seront éventuellement dénominalisées. Il ne faut pas non plus oublier de dire cela. Et parfois, justement, à l'ère de l'intelligence artificielle, on craint, qu'avec justement le deep learning, les big data, que les données personnelles de santé que l'on va donner à des biobanques soient utilisées, et là on parle des utilisations secondaires qui parfois peut-être échappent au contrôle et au consentement individuel. Alors il y a tous ces usages-là. Parfois c'est pour l'usage d'une bonne gestion gouvernementale ou de la santé publique. Parfois ces données sont utilisées dans le contexte de recherche qui nourrissent des compagnies privées, parfois même avec des buts lucratifs. Alors évidemment, vous voyez que qui est l'utilisateur, quelle est la finalité, change évidemment la coloration et le type d'enjeu dont il est question. Et ça c'est peut-être là, comme deuxième élément là, pour poursuivre notre discussion. Je rebondirais peut-être là-dessus. Lorsque nous avons reçu l'invitation de participer à ce panel, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait 3 choses qui faisaient que cette discussion était très différente de ce qu'elle aurait été il y a 5 ans. Et donc, d'une part, parce que si on parle si on parle beaucoup de ce temps-ci d'utilisation de données en santé, c'est pour des raisons technologiques, parce qu'on croit qu'il y a des utilisations pour les données quantitatives par, disons, l'intelligence artificielle. Laurence a bien souligné que ce n'est pas les seules données, donc il faut penser plus largement de quelles données on parle. Il y a le fait que, je dirais, notre rapport à la santé publique a changé en réponse à la COVID, à la pandémie.
Donc, on se pose des questions que les experts se posaient depuis très longtemps, mais que le citoyen lambda n'y pensait pas trop, pour le meilleur et pour le pire. Donc, je dirais la contingence là, du moment de notre discussion fait ici, je pense, colore beaucoup la discussion. Mais pour rebondir sur Rioa, puis Rioa, je te passerai peut-être la parole en premier pour ce tour-ci, mais la question de l'utilisation des données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, va être vécue différemment dans différents pays. Puis là, je ne parle même pas à l'intérieur d'un pays, dans différentes populations. Donc, est-ce qu'on pourrait parler de comment, disons, la contextualisation de cette question-là? Puis je vais le faire dans l'ordre inverse, là. Donc, je vais commencer par Rioa, ensuite Nima, puis Laurence. Mais le fait que la discussion que nous avons, quelles sont les particularités ou certaines particularités de l'avoir ici versus l'avoir, puis là, je vous laisse choisir votre cadre de comparaison, là, mais qu'est-ce qui fait que cette discussion-là, elle va être abordée différemment, pas nécessairement d'une meilleure manière, mais différemment ici versus ailleurs. Donc, Rioa, je commencerai par ton intervention. Oui, alors en espérant avoir bien compris donc les enjeux de la question, mais disons que ma réponse spontanée, je pense à deux cas de figure. Alors, dans un premier cas de figure, pour, par exemple, expliquer une certaine méfiance dans, comment dire, la compilation des données de santé, dans les biobanques qui seraient, par exemple, gérées même par des institutions, par des pouvoirs publics. Alors, on ne fait même pas ici référence à des compagnies privées, ne serait-ce que, par exemple, des pouvoirs publics, donc avec des fonds publics qui sont gérés donc par le gouvernement ou l'État. Alors, prenons par exemple l'exemple des États-Unis. Alors, dans le contexte de l'histoire de l'éthique de la recherche, par exemple, dans le contexte américain, on a pu constater une série d'abus très graves qui ont été commis à l'endroit de certaines populations dites vulnérables, c'est-à-dire de populations qui souffraient de discrimination raciale, qui souffraient de discrimination socio-économique corrélative, etc., et dont on s'est servi de façon absolument éhontée pour le soi-disant bénéfice de la recherche, mais sans tenir compte des principes fondamentaux du respect de la dignité, du consentement individuel, etc. Par exemple, le scandale de Tuskegee, où on a étudié une cohorte de 399 hommes noirs américains dans le contexte d'une recherche qui portait sur la pathologie de la syphilis et qui était effectivement financée par le gouvernement, mais qui s'est déroulée pendant 40 ans, pendant 4 décennies, sans avoir jamais, par contre, informé les participants de cette recherche qu'éventuellement, il y a eu des médicaments qui pouvaient soulager certains symptômes et donc des omissions volontaires, par exemple. Aussi, ce qu'on a fait avec le sickle cell trait, donc l'anémie falciforme chez les populations noires américaines, comment ça a été utilisé pour les discriminer davantage. Et donc, ça nous donne aussi certains éléments de compréhension, par exemple, dans le contexte de la COVID-19 que tu évoquais, Frédéric, la méfiance, l'hésitation vaccinale, par exemple. Donc, étant donné tous ces abus et toutes ces formes de discrimination qui ont été perpétrées par le gouvernement sur une communauté quelconque, il est jusqu'à un certain point raisonnable ou compréhensible de constater une forme de méfiance, ne serait-ce que par rapport au vaccin ou par rapport à des interventions gouvernementales au nom de la santé publique ou par rapport justement à la collecte de données de santé au nom de la recherche épidémiologique, etc. Donc, on voit que ça s'inscrit aussi dans des histoires qui sont perturbées par, toutes sortes de dimensions socio-économiques, d'injustice sociale, voilà. Et donc, ça, c'est un cas de figure. On pourrait peut-être revenir sur le deuxième exemple que j'avais en tête, mais je vais d'abord laisser la parole à mes consoeurs. Merci. Alors, moi, je vais prendre la balle au bon. Parce que c'est vrai, ce que Rio a dit est très vrai. Qui utilise les données et pour quelle fin? Et ça va, à mon avis, beaucoup déterminer comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces données-là. Si on regarde, la question était un peu ici versus ailleurs. Donc, essayons de voir le ailleurs, dans quel contexte on pourrait se trouver. Étant donné que les données peuvent avoir un poids politique énorme aussi, on met toute la partie commerciale et bénéfices personnels de côté. Mais les données, parfois, ont un énorme impact politique.
Alors, dans des contextes où les gouvernements veulent contrôler le message, veulent contrôler l'axe vers lequel on se dirige, parce que les données vont forcément donner une orientation à une politique, à quelque chose. Ils sont utilisés pas juste pour les utiliser et en parler, mais pour en faire un usage particulier. Si, par exemple, on regarde dans le cas de la COVID, que tout est frais dans notre tête, et aussi, on a beaucoup vu comment les données peuvent être utilisées, distribuées, déformées. Donc, ça peut être beaucoup plus intéressant. Dans des pays où on a voulu contrôler le message par rapport à même l'arrivée de la COVID dans le pays, les pays qui ont utilisé la COVID comme un outil politique et non pas comme un problème de santé publique. Et, ils ne voulaient absolument pas que les données soient à la portée de quiconque. Ils voulaient absolument contrôler tout, comment on sort les données, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en dit et tout ça. Donc, personne ne pouvait y avoir accès. Tandis que dans un pays où il y avait plus de transparence. L'autre pays, je fais référence à l'Iran particulièrement. Hein. Moi, je suis d'origine iranienne et je suivais beaucoup l'actualité là-bas aussi. Et pendant longtemps, le gouvernement iranien a nié la présence du virus dans le pays et ils ont commencé à en prendre acte, ou ils en avaient pris acte avant, mais ils ont commencé à dire que, ah oui, c'est vrai, il y en a, quand il y a eu 50 décès. On ne décède pas le premier jour où le virus nous attaque. Hein. Donc, ça a été un énorme problème. Mais ici, au Québec, les données étaient communiquées quotidiennement à la population. Tout le monde n'y avait pas accès au début, mais par la suite, il y a eu tellement, et dans beaucoup de pays, par des instances internationales, les données étaient disponibles. Vous pouviez suivre en temps réel ce qui se passait en Algérie, en Corée du Sud, en temps réel, on pouvait le savoir. Donc, c'est important quand il y a de la transparence, les données peuvent être à la portée de tous et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait va être important. Mais quand un pays veut absolument tout contrôler le message, bien, il ne donnera tout simplement pas accès aux données. Donc, qui les utilise, à mon avis, est très déterminant. Merci. Laurence, de grands pans de ta carrière ont été consacrés à la question que j'évoque et je suis certain que les commentaires de celles qui t'ont précédé évoquent des réflexions aussi. Donc, qu'est-ce qui est différent et similaire de la discussion que nous avons avec comment elle aurait lieu ailleurs? Oui, alors l'ailleurs, pour moi, c'est souvent l'Asie du Sud-Est et ça reste l'Asie du Sud-Est. Mais je vais peut-être partir de 3 exemples différents dans le contexte de la COVID, justement, parce que je pense que ça parle à un certain nombre de personnes qui nous écoutent et ça devient un point de départ assez intéressant pour à la fois parler, je dirais effectivement, des questions de méfiance ou des risques associés à l'usage des données, mais d'abord et avant tout des usages des données. Et Nima vient de parler de cette transparence associée à finalement l'accès en temps réel ou presque à des données de mortalité, morbidité, hospitalisation, etc. Et effectivement, cette transparence est absolument fondamentale. Mais le premier cas d'étude que je vais prendre est peut-être le plus évident, qui est un cas de contrôle indu sous couvert de santé publique. C'est ce qui se passe en ce moment dans les grandes villes chinoises, et en particulier Shanghai, et depuis quelques jours aussi dans certains quartiers de la capitale, de Beijing, où on voit une extrême capacité, je dirais, du gouvernement, non seulement à avoir des données valables, mais à s'en servir à des fins de santé publique pour écarter, enfermer, contrôler. Alors ça, c'est un exemple assez évident d'usage, pas détourné. Il y a une fin de santé publique et de prévention qui est là, mais un usage qui peut finalement dépasser finalement les attentes en matière de bien-être collectif dans un pays donné pour des raisons politiques, qui me paraît intéressant à reprendre. Ceci étant dit, il y a des exemples, et je vais en prendre 2 autres, qui sont, à mon avis, plus texturés, plus complexes, et sur lesquels on doit s'interroger un petit peu plus loin que juste cette question d'un côté du contrôle ou du risque des usages détournés, etc. Et je vais rester sur des statistiques liées à la COVID et en particulier, en l'occurrence, des statistiques de vaccination.
Une des choses qui me frappe beaucoup, et là je vais faire écho à ce que Rioa a soulevé tout à l'heure, c'est que les statistiques de vaccination, on peut en faire toutes sortes de choses. On a des taux de vaccination qui sont des données objectivement valables, dans le sens où il y a très peu d'interprétation en arrière de la statistique de vaccination. Pour autant, là où on interprète éventuellement mal, c'est les raisons de ces taux, et souvent les raisons de taux jugés insuffisants. C'est quelque chose qu'on a vu depuis le début de la pandémie, que moi j'ai vu beaucoup avec les taux de vaccination de rougeole, parce que je travaille sur la rougeole depuis quelques années, en particulier au Cambodge et au Laos, l'espèce de manipulation de ce que la statistique ne nous dit pas ou supposément nous dirait. Et cette assimilation en particulier qui, moi, me pose problème entre taux de vaccination insuffisant et l'idée que cette insuffisance est forcément le résultat d'un refus de la vaccination de ceux qui ne sont pas vaccinés. Et donc là, il y a une espèce d'interprétation de l'absence de données, ou du manque de chiffres, ou du manque de résultats, ou de la non-atteinte de cibles. Et là, on se retrouve dans des logiques qui dépassent largement les cas locaux auprès de certaines communautés, les communautés vulnérables, stigmatisées, qui ont été victimes d'abus biomédicaux dont parlait Rio, et qui d'ailleurs vont beaucoup critiquer cet usage des statistiques de vaccination. Mais on se retrouve en même temps dans une logique où l'usage de ce genre de données chiffrées devient finalement un indicateur, à la fois positif ou négatif, de réalité qui nous dépasse tous et qui là passe bien au-delà de spécificités géographiques ou culturelles. Et c'est mon troisième exemple, c'est tout ce qui relève de la santé mondiale et de ce qu'on appelle souvent la santé globale, et d'une santé globale qui est d'abord et avant tout fondée sur les données et sur des chiffres, sur des statistiques, et en particulier de vaccination, ou de mortalité ou de morbidité, pour dire dans tel pays les choses vont bien, dans tel autre les choses vont moins bien, et non seulement on arrivait à hiérarchiser la situation sanitaire de pays, là encore à partir normalement de données objectives, le nombre de cas de rougeole, le nombre de morts par rougeole, le nombre de vaccinés contre la rougeole, et pour autant faire de ces statistiques les meilleurs indicateurs de la bonne santé ou de la mauvaise santé d'un pays. Et là, on a quelque part des usages qui dépassent très largement ce qu'on entend généralement comme des usages efficaces, scientifiques, basés sur des données empiriques, qui vont nous permettre de bien comprendre une situation sanitaire et d'y répondre et d'agir en fonction des problèmes qu'elle révèle. Voilà, c'est les trois exemples que je voulais prendre. Merci. J'ai perdu l'Internet une minute. J'espère que j'étais figé dans une posture attentive. Rioa, en fait, le dernier point que Laurence a émis touche à certains volets de tes propres recherches, mais je ne sais pas si ton deuxième exemple que tu gardais pour tout à l'heure, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait dans la même continuité que Laurence, du propos de Laurence, quoique j'aimerais bien aussi rebondir sur le propos de Laurence qui est absolument percutant également, mais enfin, pour revenir donc à un exemple, parce qu'on faisait une analyse comparative de l'ailleurs et de ici, et donc l'exemple que j'avais identifié ici me semblait très intéressant et se situe également dans le contexte de la pandémie. Alors, c'est par rapport à la compilation ou à la collecte des données qui retracent, par exemple, des marqueurs ethniques, ce qu'on appelle en anglais race-based data. Parce que justement, pour contraster avec l'exemple que j'avais pris des États-Unis à propos de la communauté noire américaine, etc. Et je voudrais évidemment préciser et nuancer que ce n'est pas toutes les communautés et tous les Noirs américains qui hésitent face à la vaccination ou qui partagent les mêmes. Je voulais simplement dire qu'il y a cette histoire, évidemment, de la ségrégation de Jim Crow et de l'oppression raciale aux États-Unis qui nous permet de comprendre, évidemment, donc toutes sortes de déterminants sociaux dans ce contexte-là. Et ici, au Canada, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de la COVID-19, il y a eu deux débats qui ont attiré mon attention. Il y a eu le débat sur les applis COVID-19. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, au début de la pandémie, justement à l'ère de l'intelligence artificielle, on a voulu mettre au point à travers nos cellulaires donc des mécanismes d'identification, de auto-identification de qui était infecté, qui ne l'était pas, etc. Et on voulait donc proposer ces applis-là pour aussi servir les desseins des recherches épidémiologiques et de la bonne
bonne gestion sanitaire de cette pandémie, etc. Alors, il y avait toutes sortes de raisons qui avaient été invoquées pour comment dire, promouvoir l'idée des applis COVID. Et ça a suscité énormément de méfiance dans certaines communautés racialisées, comme on peut dire, parce que justement, ça soulevait le spectre d'une, Foucault appellerait ça du biopouvoir, mais dans d'autres termes plus séculiers. Donc, ça soulevait le spectre de la surveillance étatique et des risques de discrimination. Par exemple, imaginez si vous êtes une personne asiatique au moment où il y a une montée de racisme anti-asiatique étant donné l'origine donc géographique de la pandémie du SARS-CoV-2, si une population dans le Chinatown s'avérait significativement plus nombreuse à être infectée. Alors, imaginez-vous le type de stigmatisation que ça pourrait soulever à l'ensemble de la société si c'était connu, etc., parce que les applis COVID, etc. Évidemment, on pourrait aussi imaginer l'inverse. Imaginez si, parce qu'apparemment, ça s'est avéré vrai, que, par exemple, dans les maisons de retraite gérées ou dans les hôpitaux où on traitait les aînés dans le quartier chinois, en fait, on s'en est mieux sorti parce qu'il y avait déjà des habitudes sanitaires qui étaient bien implantées dans ces communautés culturelles. Peut-être que ça aurait aidé à déstigmatiser aussi donc les populations asiatiques. Mais toujours est-il que ça a suscité toutes sortes de réflexes de méfiance. Mais le deuxième cas qui m'a intéressée, c'est justement dans la foulée donc d'une collègue que je nomme parce que j'ai travaillé avec elle pour l'Institut Broadbent pour parler justement des disparités raciales dans le contexte de la COVID-19. Alors, je nomme ici Dr. Arjuman Siddiqui, qui a beaucoup écrit dans les journaux sur ce sujet-là. Donc, elle est chaire de recherche au Canada et puis elle est établie à l'Université de Toronto. Et donc, on partageait ensemble, de même qu'avec de nombreux activistes de communautés racialisées, ici comme au Canada, l'idée que ce serait une bonne chose peut-être de permettre ou de faire de façon plus systématique la compilation de données ethniques, de race-based data, pour avoir une meilleure idée, en fait, des déterminants sociaux des inégalités de santé telles qu'elles se reflètent également dans le contexte de la COVID-19. Parce qu'au moment où on a travaillé ensemble et ces données empiriques semblent se confirmer, on ne peut pas conclure de façon hâtive, parce que nous sommes encore dans la compilation de ces données aux États-Unis, un peu partout ailleurs dans le monde, mais apparemment que les communautés issues de l'immigration, les communautés dites racialisées, connaissent un plus haut taux d'infection ou de morbidité, etc., liés à la COVID-19, également parce que c'est corrélé, évidemment, avec des situations d'inégalité socio-économique plus grandes. C'est là où on va retrouver, par exemple, des travailleurs précaires qui sont au front, donc plus exposés à des risques de contagion, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est que pour ceux et celles qui s'intéressent donc aux déterminants sociaux des inégalités de santé, parmi lesquels les disparités ou les inégalités raciales comptent, on voit ici donc deux exemples différents. Les applis COVID, une méfiance à l'égard de ça, de cette utilisation des collectes de données pour ça, et par ailleurs, dans le contexte d'une compréhension épidémiologique plus riche, des inégalités de santé, de nombreux activistes et chercheurs de milieux racisés ont argué en faveur de la compilation de ces données ethniques. Alors, je trouve que ce sont des exemples tout à fait frappants qui nous aident aussi à illustrer la complexité et à nuancer justement la complexité des enjeux liés à la collecte. C'est très vrai, si je peux me permettre de donner suite à ce que dit Riowa, c'est qu'en tant que spécialiste de la santé publique, tout ce qui relève des comportements est nécessairement lié aux croyances et il y a une composante culturelle là-dedans. Donc, comprendre pourquoi les gens agissent de telle manière, pourquoi les gens croient de telle manière, c'est très important pour pouvoir les accompagner d'agir au niveau de la prévention ou des soins de la manière qu'il le faut. Et c'est pour ça qu'en tant que spécialiste de la santé publique, moi, je ne suis pas du tout contre le fait de collecter des données sur
l'ethnicité, la communauté d'appartenance, la composante culturelle, parce qu'elle a une fonctionnalité dans la façon dont on veut intervenir. On a besoin de comprendre ce que les gens, ce que les gens voient et ce à quoi les gens croient pour pouvoir les accompagner dans la prévention. Alors, mais tout dépend de qu'est-ce qu'on en fait après de cette information-là, de cette donnée qu'on a collectée, qu'est-ce qu'on en fait? Et Rioa a très bien raison de dire qu'il y a une crainte de stigmatisation qui est associée à cette donnée sur la race, l'ethnie, la communauté, peu importe, parce que tout dépendamment de ce qu'on collecte comme information, parce que quel est le besoin pour collecter cette information-là, il y a un risque de stigmatisation. Mais justement, utilisons les données pour contrer ce sentiment de stigmatisation. Si on explique convenablement la donnée, on arrive à faire ça. Si on utilisait ces données sur l'ethnicité pour montrer que justement le personnel, par exemple, les communautés culturelles, beaucoup d'Haïtiens étaient dans les communautés culturelles qui sont des préposés aux bénéficiaires dans nos hôpitaux. Nos anges gardiens, quoi. Ceux dont on a beaucoup parlé, les anges gardiens, mais au début de la pandémie, les masques étaient réservés uniquement pour le personnel soignant, pas pour les autres types de personnel qui travaillait dans les hôpitaux. Mais alors les autres, ils l'ont tous attrapé, la COVID. Ceux qui travaillaient dans les centres d'hébergement sans masque, ben, ont attrapé la COVID. Parce qu'on pensait, à l'époque, on ne savait pas que la transmission se faisait par aérosol et donc le masque était un moyen très efficace. On le réservait uniquement par ceux qui donnaient des soins rapprochés avec les patients. Les autres, on les a privés du masque. Donc, ils l'ont attrapé et évidemment, ils l'ont amené chez eux et évidemment, ils l'ont répandu dans leur communauté. Mais ça, si on l'explique, on comprend pourquoi l'épidémie est plus lourde dans certaines communautés ou pas. Donc, à mon avis, c'est la façon de l'expliquer qui est importante. La question de l'utilisation des données par la santé publique, Nima en a fait état il y a un instant, puis ça fait écho aussi à des commentaires que Laurence et Rioa ont fait plus tôt. Mais là, j'aimerais peut-être qu'on explore comme on fait la journée sur l'acceptabilité sociale de l'utilisation des données en santé. Et j'aimerais vous entendre sur, là, je vais l'exprimer de manière impressionniste, mais comment interpréter ou comment répondre au fait que plusieurs personnes semblent se méfier de collecte de données gouvernementales alors qu'elles sont beaucoup plus désinvoltes avec de la collecte de données commerciales. Et là, je ne parle pas juste de comportement sur Facebook, quoique c'est une quantité hallucinante de données, mais si on regarde même des données biométriques, quelqu'un qui porte une montre de jogging ou un Fitbit, il y a une collecte de données permanente, de données de rythme cardiaque, sans parler même de géolocalisation. Et pourtant, ces montres-là se vendent et les gens les portent toute la journée, même quand ils ne font pas de course. Et donc, comment recevez-vous, disons, puis là, je ne vous donne pas de données là, pour quantifier ça, là, mais il semble y avoir une divergence d'attitude ou du moins d'exigence par rapport aux données qui sont collectées, disons, par le gouvernement dans une perspective, dans ce cas-ci, de santé publique, versus on n'a pas la même exigence ou de rigueur envers des acteurs qui n'ont pas notre bien. Je ne dis pas qu'elles ont notre mal en tête, mais je veux dire, elles n'ont pas de responsabilité fiduciaire à notre égard. Donc, comment recevez-vous, disons, cette divergence de confiance? Le terme la confiance et de la méfiance est revenu à plusieurs reprises, mais comment, disons, soit interpréter, soit répondre à cette divergence d'attitude par rapport à la collecte des données? Je commencerai ici par Nima, ensuite Laurence et ensuite Rioa. C'est un aspect très intéressant. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine du VIH et comme chercheur dans une clinique de santé sexuelle, on avait une base de données sur le VIH.
parce que c'est une maladie sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre et on n'arrive pas encore à guérir les gens. On contrôle la maladie, mais les gens ne guérissent pas. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Et pour cette base de données, on demandait aux gens s'ils acceptaient, aux patients de la clinique qui étaient infectés par le VIH, s'ils acceptaient de faire partie de la base de données pour qu'on puisse collecter leurs données médicales et faire de la recherche dessus. Et il y avait très, très peu de gens qui refusaient le consentement. Peut-être même pas 1/10% de nos patients refusaient de faire partie de la base de données. Mais quand il arrivait, donc ça c'était pour les patients qui étaient déjà infectés, mais quand on voulait faire de la recherche sur les patients qui avaient eu des comportements à risque, qui avaient eu des comportements qui les mettaient à risque d'attraper le VIH. Et pour contrer ça, on a ce qu'on a l'équivalent un peu de la pilule du lendemain pour le VIH, que les gens peuvent prendre et dans les 3 premiers jours pour éviter qu'ils soient infectés. Et pour consentir à faire partie de la base de données sur la prévention du VIH, le taux de personnes qui refusaient, qui ne consentissaient pas, donc qui refusaient de faire partie de la base de données, était de 10%. 10% de nos patients. Donc, c'était très, très élevé. Et ça m'a beaucoup étonnée au début. Et donc, le fait ça donne quoi partager ces données? À qui on donne nos données et ça donne quoi de partager les données? Il y a un certain nombre de risques qui sont associés. Il y a un certain nombre de bénéfices qui sont associés au partage de nos données. Les bénéfices associés, c'est ce à quoi ils vont servir. Les risques associés, dans notre cas, il n'y avait pas de risque particulier parce qu'on dénominalise toutes les données. Donc, il n'y a aucun nom qui est associé à aucun comportement, ni résultat de laboratoire, ni rien. Mais les gens ont craint, quand ils ne sont pas encore infectés, ils ont quand même peur, probablement beaucoup plus que leur comportement, à un moment donné, je ne sais pas, on arrive à les identifier pour quelque chose dont ils ne sont pas encore atteints et ce n'est pas un risque qui leur semble très potentiellement important. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui les empêche de fonctionner, tandis que quand ils sont déjà infectés, ils veulent participer à la collecte de données pour trouver un moyen de les guérir. Donc, l'intérêt devient peut-être différent à ce niveau-là. La notion de bienfait très tangible. Laurence? Je vais rebondir là-dessus justement. Alors, je n'aime pas beaucoup l'expression, mais plutôt que de parler de méfiance-confiance, moi, je parlerais de coût-bénéfice et donc de gain, la question du gain. Et finalement, c'est de ça dont Nima nous parle avec un exemple très concret, très empirique, mais aussi assez fascinant en fait. Où est le gain et pour qui? Et à partir de là, j'aimerais bien revenir sur 2 choses, puis là, c'est vraiment l'historienne qui parle. La première, et je vais reprendre ton exemple, Frédéric, le fameux Fitbit, ou le fait que finalement, on partage nos données avec tout le monde tout le temps, du moins, on ne sait pas jusqu'où elles vont. Mais le fameux Fitbit, finalement, quelque part, il y a un gain en arrière de ça. Il y a un plaisir personnel, il y a une réussite, un enjeu qu'on s'est fixé le plus souvent, mais sur lequel on récupère quelque chose. Et on récupère quelque chose qui va servir, pour rester dans le domaine de la santé, qui va devenir un gain personnel pour notre santé à nous, individuelle, et son amélioration. Pourquoi on veut savoir combien de pas on a fait ou combien de calories on n'a pas mangé? Eh bien, c'est pour s'assurer de soit améliorer sa santé, soit en tout cas de maintenir un état de santé qui nous convienne. Donc là, il y a un gain évident. Et je dirais, ce n'est pas que la donnée est secondaire, la donnée, elle est là, elle est prioritaire même, et on en recherche toujours plus. Mais ce qui est important, c'est ce gain en matière de bien-être et d'abord de bonne santé. À l'inverse, ou de façon qui apparaît peut-être paradoxale, mais qui n'est pas tant que ça, et là je reviens aussi à l'histoire finalement contemporaine de la santé publique, c'est que dans le cas des grandes données ou grandes bases de données, là on a quelque chose de beaucoup plus surplombant. Ça peut être l'État, ce n'est pas forcément l'État, ça peut être des compagnies privées, effectivement, mais surplombante. C'est plus l'individu et le gain qu'il peut récupérer par rapport à des données chiffrées, c'est
ces données qui sont récoltées à un niveau qui, quelque part, le dépasse, sur lequel il peut avoir un certain nombre d'inquiétudes, la question de la confidentialité, de l'anonymisation, mais je dirais, et même pour retourner ça, en fait, ce qui souvent pose le problème, c'est l'anonymité de ces données-là. Le fait que, quelque part, ces grandes données brassées, mises ensemble pour en tirer un certain nombre de conclusions ou au moins d'hypothèses, elles diluent l'individu. Et l'individu, par rapport à sa santé, en particulier depuis les années 60-70, on l'a d'ailleurs mis en charge de sa santé, de sa prévention et de la promotion de sa santé, eh bien, il ne s'y retrouve plus. Ou du moins, et Nima évoquait ça tout à l'heure, on ne l'a pas éduqué à concevoir le gain associé à ces grandes bases de données. Et cette anonymité, finalement, de la donnée de santé, c'est ça qui devient problématique. Et encore, j'insiste, moins probablement pour des raisons d'inquiétude par rapport à qui va s'en servir et pourquoi, mais parce que je ne suis pas une statistique. Je suis éventuellement un malade ou un individu avec des besoins, des attentes, une histoire pathologique particulière. Et dans ce que je vois en retombée de la confection de ces grandes bases de données, eh bien, je ne suis pas là. Moi, tout seul, je ne suis pas là. Mes spécificités ne sont pas présentes. Et pour finir, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours d'un certain nombre de malades et de patients qui disent « Ah mais moi, la médecine, la biomédecine, elle ne me convient pas. Pourquoi ? Parce qu'elle me voit comme un chiffre. Elle me voit comme une statistique. Elle ne prend pas en considération la spécificité associée à mes propres expériences. » Et je pense que cette tension-là, qu'on peut dans une certaine mesure régler en éduquant, en expliquant les gains associés effectivement au fait d'avoir des données, et je suis d'accord avec mes collègues sur l'importance d'avoir des données sur l'origine ethnique, sur l'environnement de travail, sur les conditions de vie, etc., parce que ça permet de travailler sur les déterminants sociaux, mais si on n'explique pas aux gens chez qui on va chercher ou à partir desquels on va chercher ces données, on n'obtient pas une adhésion aux avantages et d'abord à l'importance d'avoir récolté ces mêmes données. Avant de passer la parole à Rioa, c'est ironique. Je trouve ça très intéressant ce que tu évoques, Laurence, parce que je pense à tous les efforts pour augmenter l'anonymat et la confidentialité afin d'augmenter la confiance des individus pour leur dire il n'y a pas de tort qui pourrait vous revenir. Mais ce qu'on a perdu de vue, c'est que ça veut dire aussi implicitement, il n'y a pas de gain. Et pour vous directement. Il n'y a pas de gain individuel, c'est ça. Individuel. Donc, je trouve ça très intéressant que quelque part, on se retrouve dans une situation paradoxale où, en essayant d'augmenter la confiance, on a réduit l'intérêt, en fait. Absolument. Rioa? Oui, alors c'est un paradoxe fascinant que tu soulèves, Frédéric, et qui est commenté par Nima et par Laurence. En termes peut-être plus éthiques ou dans le domaine de la philosophie ou de l'éthique médicale, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est ce fameux calcul risque-bénéfice à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective qui, dans le raisonnement des individus, donc change la donne. Hein? Alors, quel est le risque et le bénéfice escompté dans la participation à des collectes de données? Si je ne récolte rien en termes d'intérêt personnel, à quoi bon? Je m'expose simplement à des risques alors que c'est plus ou moins irrationnel de le penser, mais enfin bref. Alors, donc, ça, c'est très intéressant et d'autant plus que ça reflète aussi une tension entre des principes qui peuvent être éventuellement conflictuels entre l'éthique de la recherche et l'éthique de la santé publique. Alors, par exemple, donc dans le domaine de l'éthique de la recherche, nous sommes désormais dans l'ère de la théorie du consentement libre et éclairé. Hein. C'est non seulement dans, c'est non seulement dans l'éthique clinique qui prévaut dans le domaine des soins, mais c'est aussi également le paradigme qui prévaut dans le droit de manière générale. Alors, on est vraiment dans une perspective très individualiste, sans aucun doute à juste titre. Mais donc, l'idée, c'est que lorsque je participe à un essai clinique ou à une recherche expérimentale, je dois, en tant qu'individu, m'assurer d'être dûment informé et c'est à moi d'exercer mon autonomie. Alors, c'est le principe de l'autonomie individuelle qui va vraiment déterminer l'éthique de la recherche. Donc, le consentement libre et éclairé
à titre individuel, à tous les essais cliniques, à toutes les utilisations secondaires de mes données personnelles de santé, etc., etc. Et évidemment, quand on travaille dans des grandes banques de données, avec des utilisations secondaires qui vont porter sur des finalités qui sont un peu difficiles à prédire, parce que, encore une fois, à l'ère de l'intelligence artificielle, etc., qu'est-ce qui va arriver de mes données personnelles dans ces immenses biobanques, etc. Bon, alors, c'est la raison pour laquelle peut-être de plus en plus d'individus sont réticents à donner leur consentement pour l'utilisation de leurs données personnelles dans des immenses biobanques. Mais en même temps, l'éthique de la santé publique est au contraire déterminée par une perspective un peu plus conséquentialiste, c'est-à-dire que on cherche à maximiser cette fois-ci, pardon, non pas le bien-être des individus, mais le bien-être du plus grand nombre. C'est ça qui gouverne l'esprit de l'éthique de la santé publique, donc le bien-être des groupes populationnels, etc. Et pour toutes sortes de raisons, à tort ou à raison, les individus, dans l'ère, comment dire, dans certaines cultures, contemporaine croit que le bien-être du plus grand nombre implique nécessairement le sacrifice de mes droits individuels ou de mes intérêts personnels, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais une chose est certaine, c'est que d'une part, des recherches, par exemple épidémiologiques, où on a besoin de ces données empiriques qui nourrissent la recherche, donc ces fameuses données de santé qui sont éventuellement dénominalisées, qui sont mises au profit d'un grand pool de données, etc. C'est dans le but louable de maximiser le bien-être du plus grand nombre à travers les progrès scientifiques, versus mon consentement libre et éclairé à titre individuel dans les recherches auxquelles je participe. Parfois, ça rentre en conflit. Mais je crois que c'est aussi une erreur de perception et que parfois, il y a aussi des formes de méfiance irrationnelle. Et j'aurais envie quand même, puisqu'on parle de l'acceptabilité sociale des données, sans sous-estimer évidemment les risques de dérapage qui ont ponctué l'histoire parfois très problématique de la recherche biomédicale menée par des instances publiques, etc., et la violation de droits individuels fondamentaux. Sans sous-estimer cela, je pense aussi que nous devons réhabiliter une forme de raison publique qui est notamment déterminée par la démarche scientifique plutôt que par des sources d'informations dans les réseaux sociaux ou plutôt que s'en remettre au règne de la pure opinion personnelle. Moi, j'ai fait mes recherches, etc. Je crois que nous sommes à un moment où le rôle de l'expert, pour toutes sortes de raisons, est mis en doute, mais au profit de quelle autre source d'information ou d'autorité épistémique, je ne sais pas. Et il me semble qu'il faut peut-être cette fois-ci mobiliser la communauté scientifique pour faire valoir une forme d'expertise ou une forme de raison légitime qui, dans certains cas de figure, doit prévaloir sur des formes de méfiance qui me semblent irrationnelles. Et donc, je pense que c'est un devoir de communication publique qui incombe à la communauté scientifique et à la société. Peut-être qu'on doit faire un meilleur travail de communication avec le public, mais justement, tous les enjeux concernant les données de santé dans les biobanques soulèvent justement, je crois, ce type de questions corollaires qui me semblent fondamentales. Merci, Rioa. Écoute, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. On fera un autre panel sur ça, soit à l'ACFAS, soit ailleurs, mais parce que c'est vraiment c'est pas juste en santé publique puis en santé, mais pour les enjeux environnementaux, il y a des enjeux similaires là, qui se démarquent. On a presque épuisé notre temps de discussion. Et là, je vais vous poser une question injuste. Donc, la mise en situation, vous êtes à la Tour Ville-Marie, où vous êtes dans un grand bâtiment et vous êtes dans l'ascenseur avec le ministre de la Santé et des Services sociaux ou le premier ministre.
Et là, vous dites, j'ai ma chance, là, j'ai 2 minutes pour lui faire une recommandation pour qu'il y ait une utilisation plus positive, soit une meilleure collecte, soit une meilleure utilisation des données pour favoriser là, le bien des individus, des collectivités. Là, ça, je vous laisse le définir. Mais donc, vous avez l'ascenseur. Qu'est-ce que vous recommandez ou proposez au ministre de la Santé ou au premier ministre? Je commencerai par Nima, Rioa, puis je vais terminer par Laurence. Nima? La tâche est difficile. Mais moi, je lui dirais probablement de bien s'entourer. De bien s'entourer d'experts qui connaissent la matière, qui connaissent les sujets controversés, comment utiliser les données et comment s'assurer de la sécurité de la population, aussi bien que utiliser les données convenablement pour pouvoir mieux fonctionner. Mais s'entourer de personnes qui connaissent le problème. Et là, vous lui donnez une liste de noms. Je ne vous demanderai pas de les nommer aujourd'hui, là, mais Rioa? Souvent, c'est ça je trouve souvent c'est ça le problème. Ce n'est pas nécessairement les bonnes personnes qui donnent des recommandations ou prennent les décisions. Rioa? Alors, oui, alors encore une fois, je trouve que c'est une question incroyablement fascinante qui pourrait me faire parler pendant 2 heures, mais je vais essayer d'être concise, n'est-ce pas? Mais encore une fois, donc, le rôle de la communauté scientifique. Alors, c'était bon, j'ai conclu tout à l'heure avec cette interrogation-là. C'est une question qui m'interpelle énormément, notamment dans la foulée de la lecture d'un livre fascinant que je conseille à tout le monde qui nous écoute, un livre de Maya Goldenberg qui parle de l'hésitation vaccinale. Et enfin, bref, donc, une de ses conclusions très importantes consiste à interpeller la communauté scientifique et à nous rappeler, à nous rapprocher de ne pas avoir bien communiqué, ne pas avoir bien rempli notre rôle de communicateur ou d'intermédiaire entre la société civile et les pouvoirs publics. Et c'est peut-être quelque chose avec laquelle je serais tout à fait d'accord avec Maya Goldenberg. Par contre, ce que je lui reprocherais, c'est d'escamoter le fait que quand on parle de l'institution scientifique, de la communauté scientifique, en fait, il y a une grande diversité de parties prenantes. Ça peut être, par exemple, le Big Pharma, ça peut être les médecins communautaires, ça peut être des chercheurs universitaires. Bref, il y a beaucoup d'acteurs qui sont désignés par la communauté scientifique, à chacun de jouer proprement son rôle. Mais là, j'interpelle en particulier les chercheurs universitaires qui sont financés, par exemple, par des fonds publics. Alors, je pense que nous sommes dans une position où nous avons également accès parfois à la place publique et je pense que nous devons justement essayer de mieux faire notre rôle d'intermédiaire entre la société civile et le gouvernement en rappelant notamment au gouvernement qu'il doit faire preuve de trustworthiness. C'est un thème que Honora O'Neill a beaucoup discuté justement dans le domaine de la science biomédicale. C'est-à-dire que on ne doit pas demander à la société civile de faire acte de confiance aveuglément au pouvoir public. On doit plutôt demander au pouvoir public, qui vont éventuellement peut-être utiliser les données de santé, etc., de faire preuve d'être digne de confiance, donc de faire preuve de compétence, de faire preuve de fiabilité, de faire preuve de transparence, de faire preuve de délibération publique et de faire preuve de non-corruption. Par exemple, tu parlais, Frédéric, tout à l'heure justement du climat. Souvenez-vous, et sans vouloir soulever toute une controverse dans les dernières minutes, mais du gouvernement Harper qui avait muselé une communauté scientifique, n'est-ce pas, et qui n'avait plus le droit de répondre aux médias concernant les données qu'on avait au sujet du réchauffement climatique. Et si je pouvais croiser donc un représentant du gouvernement à ce moment-ci dans un ascenseur, ce serait de lui dire, c'est au gouvernement, au pouvoir public, de faire preuve d'être digne de confiance et d'être à l'écoute justement de la communauté scientifique et des divers acteurs de cette communauté scientifique et de faire confiance justement à cette expertise pour pouvoir notamment essayer de bien expliquer sans être coopté par un discours politique ou des gains électoraux, d'expliquer à la société civile les bénéfices
de participer à des recherches de grande échelle et aussi d'expliquer les risques parfois de ne pas suffisamment mettre en question des autorités publiques lorsque on nous demande de faire ceci, cela, sans être transparent dans leur finalité. Merci. Laurence, prescription d'ascenseur? Je commencerai par un vieil adage. Mieux vaut prévenir que guérir. Et à partir de là, je lui expliquerai que l'acceptabilité sociale passe, et c'est des choses que Nima et Rioa ont soulevées, elle passe par l'éducation, elle passe par une communication adéquate, ouverte, bienveillante, claire, objective, dénuée de tout intérêt public, et donc qui s'appuie effectivement sur des recherches et des chercheurs publics. Mais j'oserais aussi préciser que quand on parle de communauté scientifique, d'expertise, il faut intégrer les sciences humaines et sociales, et que l'acceptabilité sociale, elle passe par le recours à des sociologues, des anthropologues, des éthiciens, des historiens. Et tant que ça ne sera pas fait, ça ne fonctionnera pas. Merci, merci à vous trois. Ben, moi, ma recommandation, c'est qu'ils vous invitent toutes les trois sur un comité aviseur. Merci beaucoup pour cette discussion fort intéressante. Je repasserai maintenant la parole à Carole Jabet, qui nous a conviés ici aujourd'hui. Merci beaucoup à vous toutes et tous. C'était vraiment un débat incroyablement fascinant où on apprend beaucoup de choses. Donc, mes plus grands remerciements pour toute notre communauté, pour les FRQ, pour Génome Québec qui collaborait à organiser cet événement. Je ne jouerai pas à reprendre vos mots, vos concepts, vos recommandations. Je risquerais d'en échapper et j'en serais fort malheureuse. Je retiens quand même quelques items. L'appel que vient de mentionner Laurence, quand on parle de communauté scientifique, bien s'assurer qu'on a une diversité, c'est rendre à chacun les domaines dans lesquels ils sont experts et en profiter pour construire et co-construire et ne pas penser qu'on est expert dans tout. Je suis très contente de vous avoir réunis grâce notamment à l'aide de ma plus fidèle collaboratrice Cécile Petitgand, parce que vous êtes la démonstration qu'en fait, si on veut vraiment progresser dans cette compréhension de l'acceptabilité sociale, on a besoin d'avoir un dialogue et la contribution de domaines que vous représentez et qui ne sont pas les domaines classiques du Fonds Recherche Québec Santé. Donc, je retiens que communauté scientifique veut dire et doit passer par cette diversité pour contribuer au débat. Je retiendrai aussi le rôle que la communauté scientifique a dans cet établissement de confiance qui doit être trouvé avec les citoyens et les citoyennes. Merci de l'avoir mentionné aussi fort. C'est très certainement une direction qui intéresse beaucoup les FRQ et je pense qu'on sera content de travailler main dans la main avec notre communauté pour que cet éclairage objectif, clair, transparent puisse devenir un réflexe et une bonne pratique qui, j'espère, va vraiment satisfaire nos décideurs 30 secondes dans un ascenseur et qu'ils en prendront bonne graine. Donc, merci encore pour ce dialogue vraiment intéressant et éclairant. Merci pour l'invitation. Merci à vous.